Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue pour Franco Raptors. Vous êtes toujours sur Choc FM 105.1. C'est la saison 2, épisode 12 avec moi-même, Mike Laviole et Patrick Bizindavi à distance aujourd'hui. Mais pour l'audio, ça va rien changer pour vous. Salut à toi, Patrick. Salut Mike, oui c'est ça, à distance, tu es parti, tu es à l'extérieur comme les Raptors seront la semaine prochaine, mais ça n'empêche pas qu'on soit présent pour nos auditeurs. Dans le froid d'Ottawa, si vous voulez tout savoir. Aujourd'hui, on va faire un bilan des Raptors puisqu'il y a une pause. Les Raptors qui se reposent justement, ils vont reprendre l'entraînement seulement samedi, je Samedi, crois. samedi, C'est ouais. ça, bah, ils reprennent l'entraînement le jour où vous écoutez ce podcast. Nous, on est le jeudi soir. Là, il n'y a pas d'entraînement des Raptors jusqu'à vendredi. Et le jour où vous écouterez, bah, ce sera la reprise de l'entraînement des Raptors ce samedi. Et ils auront un match lundi du côté de Miami. Donc, 3 jours de repos, 2 jours d'entraînement et le voyage à Miami. Comme c'est la pause, on va en profiter pour faire un bilan avec Patrick c'est pas un quart de saison, c'est pas un tiers de saison, c'est entre les deux, mais de ce début de saison. On va l'appeler début de saison pour être sur la bonne longueur d'onde. On va pas dire qu'est-ce que tu penses de ce quart de saison, qu'est-ce que tu penses de ce tiers de saison. On va parler de ce début de saison des Raptors. Les Raptors qui ont actuellement un bilan positif, il faut le souligner quand même, malgré tout, même si ces derniers temps, on a eu beaucoup de défaites, les Raptors qui affichent un bilan je l'ai plus sous les yeux, il va revenir, de 15 victoires pour Ouais, 11 défaites, donc les Raptors qui sont dans le positif. Et du coup, on va revenir dans un premier temps sur cette première partie de saison qui a été un petit peu en 3 parties. On va revenir dessus. Les Raptors qui ont vraiment eu 3 périodes assez distinctes. On va y revenir. Les Raptors, malgré tout, qui sont, il faut le dire, au classement cinquième, donc cinquième à l'Est, toujours dans le top 6 de l'Est. Donc, pas de passage par le play-in si les Raptors se maintiennent à cette place-là. On va revenir donc sur ce début de saison. Ensuite, on fera, comme la NBA fait à la fin de l'année, nos récompenses. On va récompenser le meilleur joueur, le meilleur défenseur, la progression de l'année, le rookie de l'année, ce ne sera pas compliqué, le sixième homme des Raptors, le joueur clutch, etc. Ensuite, on prendra une pause. Et puis, bien sûr, après avoir fait ce bilan, on va se pencher sur la suite de la saison. Quel est le vrai niveau des Raptors? Puisque comme on va l'aborder, on va dire qu'il y a eu 3 passages où l'équipe a montré 3 visages différents. Donc avec Patrick, on va s'interroger quel est le vrai visage des Raptors? Ça sera pas la question du jour, un peu la question du jour, mais la question du début de saison. Et ensuite, on fera un petit point sur les pistes abordées pour renforcer cette équipe, l'équipe qui est en mode gagné. Donc en général, on est acheteur à la date limite des transactions. Il y a des rumeurs, il y a des grosses rumeurs même. Donc on va faire le tour de tout ça avec Patrick. Patrick, j'ai beaucoup parlé, alors je vais en rester là. Je vais lancer tout de suite l'actu des Raptors. L'actu des Raptors, c'est parti. Are you ready? Comme je vous le disais, les Raptors qui ont débuté leur saison avec un bilan de 15 victoires pour 11 défaites, ça fait 27 matchs déjà. Là, on a maintenant quand même une bonne idée à ce à quoi ressemblent ces Raptors. Mais malgré tout, comme je le disais en introduction, les Raptors qui ont montré vraiment 3 visages différents. Patrick, on va se pencher sur ces 3 visages-là. Les Raptors qui ont d'abord commencé la saison en 1-5. Explique-nous un petit peu à quoi tout ça était dû. Bon, là, il y a plusieurs raisons, à mon avis. Un, euh, c'était pour la première fois que les cinq de départ jouaient ensemble, mais ils ne s'étaient dès la saison dernière, ils n'ont jamais presque joué ensemble. Tu ajoutes un Brandon Ingram, donc ça prend du temps pour que ce 5 de départ soit, donc il y ait de la chimie. Mais il n'y avait pas le 5 de départ puisque Yak était blessé. Donc il y avait les problèmes de dos qui sont toujours présents. Et donc ça a fait que les premiers matchs, c'était un peu difficile.
Troisièmement, c'était l'horaire parce que c'était les Houston Rockets, c'était Giannis avec les Milwaukee Bucks, c'était Spurs de Wembanyama. Wembanyama, c'était Dallas avant que Dallas commence à perdre. Donc c'était quand même des adversaires assez forts. Et donc la dernière chose que je peux dire, ils étaient en train de tenter une défense qu'ils n'avaient jamais. Il avait fait en Ligue d'été avec les joueurs qu'ils avaient, mais quand ils ont essayé de tenter ça au début de la saison, ça n'a pas marché du tout. Donc le pressing tout le terrain, bon, c'était une bonne idée, mais c'était une défense qui manquait le personnel pour faire ce genre de choses. Et je me rappelle, en début de saison, il y avait une conférence de presse où Darko disait justement qu'au mois de juillet, il pense, il a une idée de ce qu'il veut faire, il a une idée de la défense qu'il veut utiliser, de l'attaque, mais c'est quand il met ses idées en place, s'il va voir si ça marche ou pas. Donc, je pense que ces premiers matchs, ils ont tenté des choses pour voir si ça marche ou pas. Et le résultat a été que ça ne marche pas. Donc, il fallait changer. Et donc, quand ils ont changé, et c'est là où il y a eu le déclic, en plus des adversaires, là, on va en parler justement de leur horaire qui a changé pour avoir des adversaires plus ou moins, je dirais pas faibles, mais des matchs qu'il faut gagner. Donc, ça a enchaîné les victoires qu'ils ont enchaînées, mais les premiers matchs, il y avait des essais qui faisaient d'une défense qui, à mon avis, ne fonctionnait pas pour des raisons que je viens de dire. Et il y avait Yak qui était blessé. Et on a vu depuis la saison passée, quand Yak est absent, c'est jour et nuit. Et donc, et puis, on ne savait pas comment Brandon Ingram et Barnes allaient cohabiter, l'attaque avec RJ, tout ça. Donc, je me dis que, en plus des matchs de la pré-saison, qui sont des matchs vraiment d'essai où il n'y a pas vraiment d'enjeu, c'était des matchs d'essai où il fallait essayer des choses pour voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, et puis pouvoir s'ajuster. Et je pense que quand ils ont pu s'ajuster, c'est là où ils ont commencé la deuxième partie que tu as mentionnée. Je ne sais pas si c'est les mêmes observations que toi. Patrick, là, tu vas peut me donner la parole puisque tu as tout résumé. J'avais exactement la même chose. Un début de calendrier très difficile avec beaucoup de matchs à l'extérieur, du côté du Texas et aussi contre des gros adversaires. Un gros problème de tactique défensive qui n'était pas adapté à son personnel, c'est ce que tu as dit. Et on a trouvé que c'était plus adapté aux remplaçants d'ailleurs. Et maintenant, c'est ce que les Raptors font. C'est beaucoup plus conservateur sur le 5 de départ et ensuite les remplaçants qui peuvent essayer de mettre la pression. Et bien sûr, un 5 de départ qui ne se connaissait pas. Les problèmes de dos de Yak qui vont un peu être notre fil rouge par contre sur les trois périodes qu'ont connues les Raptors, puisque malheureusement, c'est pas terminé et ça coûte cher encore aux Raptors aujourd'hui. Et un 5 de départ qui devait apprendre à jouer ensemble. Et donc, logiquement, face à des adversaires difficiles et avec ces adaptations tactiques en défense qui ont dû être faites, les Raptors ont perdu beaucoup, énormément en début de match, mais en début de saison. Mais ça n'a pas duré si longtemps que ça. Il a fallu 6 rencontres avant que les Raptors commencent à enchaîner. Et on a eu 12 victoires et une seule défaite. On a eu une série de 9 victoires de suite. Qu'est-ce qui a changé, Patrick? Qui est-ce qui était très en forme à ce moment-là? On pense certainement à la même personne. Les Raptors qui sont devenus sur cette période-là l'une des meilleures attaques de la NBA sur demi-terrain. On rappelle, l'année dernière, ils étaient derniers. Une des meilleures attaques, des attaques en contre-attaque également. Et surtout, petit à petit, au fil de ces 13 matchs, les Raptors qui sont devenus une bonne défense. C'était ça leur gros problème. Petit à petit, les Raptors sont montés dans les 10 meilleures défenses de la ligue. Depuis, ça a un peu chuté, mais à cette période-là, on avait vraiment une équipe qui dominait ses adversaires. Mais peut-être que tu vas commencer par là. Il faut noter aussi la qualité des adversaires et aussi les blessures chez les adversaires. Exactement. Donc, à chaque fois qu'il y avait le rapport des blessés, on disait, mais les Raptors sont chanceux. À chaque fois qu'ils jouaient contre Cleveland, il y avait des blessés. Ils ont joué contre Atlanta, il y avait des blessés. Contre Indiana, ils avaient
6 ou 7 joueurs blessés contre Raptors. Donc, à chaque fois, ils étaient chanceux de jouer contre une équipe diminuée. Mais je pense que ça a été la combinaison de plusieurs choses, ces victoires. Un, le retour de Yak dans le 5 de départ. Ça a quand même changé la dynamique. Et puis, Emmanuel Quickly, qui avait commencé les 5-6 premiers matchs, ça n'allait pas du tout, son tir ne marche pas, il y avait quelque chose qui ne marchait pas, et d'un coup, je ne sais pas quel déclic il a eu, il a commencé à bien jouer, il a commencé à être adroit au tir à 3 points, à faire de bonnes passes, mais ensuite, le banc a pris feu. Donc, il y a Sandro, Shed, Grady Dick, donc cette combinaison a marché à merveille en défense et en attaque. Et donc, chaque fois que on blaguait, même chaque fois qu'on jouait, on attendait à ce qu'il y ait 5-6 minutes avant la fin du premier quart-temps pour que les remplaçants entrent. Et donc, ils amènent de l'énergie, de la défense. S'ils étaient en arrière, ils vont faire un run de 12 points de suite. Et donc, tout ça, ça a fait que ils ont gagné. Même, ils ont joué beaucoup plus à l'extérieur qu'à la maison, mais chaque fois, ils gagnaient. Je pense que ça nous a donné une idée de ce que peut devenir cette équipe. Darko et son staff, ils se sont ajustés justement aux adversaires et même des matchs qu'on pensait qu'ils allaient perdre, ils les ont gagnés. Et surtout, les matchs qu'il fallait gagner sur papier, ils les ont gagnés. Ça, c'était vraiment Mm. important parce que la saison passée, ils semblaient jouer au rythme de l'adversaire, plus l'adversaire faible, plus eux, ils disaient, oh, ça va aller. Et là, ils se faisaient prendre. Donc, la combinaison de ces choses a fait qu'ils ont enchaîné 9 victoires de suite, que ce soit à l'extérieur ou à la maison. Et tout semblait marcher. Ils ont fait 4 victoires dans la NBA Cup. Ils sont qualifiés directement. Avant même leur dernier match, ils étaient déjà qualifiés au quart de finale. Donc, tout a marché. Et je pense que ce qui a mis fin à cette période de victoire, c'était la blessure de RJ. On va en parler. Et là, ça a commencé une autre saison. Au cours de cette saison-là, ça sera la suite de ce qu'on va discuter. Mais je pense que c'était une combinaison de Yak qui jouait et puis le banc, Quickly. Et puis, il ne faut pas oublier que Brandon Ingram nous a sorti une série de matchs extraordinaires. Et surtout aussi, il ne faut pas oublier que Barnes joue la meilleure saison de sa carrière carrément, défensivement, en attaque. Il est vraiment le leader de cette équipe. Et donc, toutes ces choses ont fait que les victoires enchaînées, et puis les gens qui doutaient les Raptors ont commencé à changer d'avis dans la presse, mais aussi chez les fans. Et donc, c'était beau à vivre parce que chaque fois qu'on allait au match, on dirait, yeah, on va aller voir une victoire des Raptors, c'est sûr. Et donc, j'espère qu'ils vont revenir à cette série de victoires consécutives, mais je pense, à mon avis, c'était une combinaison de plusieurs choses qui ont fait que ils nous ont montré ce qu'ils peuvent faire. Parfait. Bah, j'ai presque rien à ajouter non plus, mais là, quand même, c'est bien que tu aies parlé de la blessure de RJ Barrett, mais c'est bien de parler du niveau de jeu de RJ Barrett avant sa blessure, parce que lui aussi, finalement, on s'en rend compte qu'il fait partie des facteurs très, très importants de cette équipe. En fait, c'est l'un des seuls joueurs dans cette équipe qui est capable déjà d'aller marquer des points en pénétration dans la raquette. On voit que c'est quelque chose qui est très important et qui manque énormément depuis qu'il n'est pas là. Il avait cette capacité-là. Et surtout, on l'a beaucoup dit, la capacité de ne pas avoir d'actions appelées pour lui, pas de systèmes qui sont appelés pour RJ Barrett, mais RJ Barrett qui peut marquer 20 points en se déplaçant, en coupant pour marquer, en étant adroit à 3 points. Aussi, il faut le noter, il était adroit à 3 points sur son début de saison. Et du coup, de ce fait, avec cette présence de RJ Barrett, mais en fait, avec la présence de chacun des joueurs qui apportaient chaque chose à leur manière, le 5 de départ s'est vraiment mis à bien fonctionner avec, tu l'as dit, un chirurgien du tir à mi-distance, Brandon Ingram, qui était pendant très longtemps le meilleur pourcentage de réussite à mi-distance de toute la NBA. C'était phénoménal. Il était à plus de 60% de réussite au tir. Ça a bien chuté depuis, mais on le voyait, il prenait vraiment les choses en main.
comme tu l'as dit, un Scotty Barnes à l'aise dans son rôle, qui attaque plus le cercle, qui est adroit à 3 points, mais qui n'en prend pas 15 par match, qui en prend 2, 3, mais quand il faut. Et vraiment, il a fait taire toutes les critiques qu'on pouvait commencer à avoir pendant la pré-saison. Et c'est là que tu as vraiment bien dit les choses. Ce n'était que de la pré-saison, les gars, en fait. Quand c'était venu le moment de jouer correctement, Scotty Barnes, là, cette année, il joue son meilleur basket. Il n'a jamais été aussi efficace. Il est efficace en contre-attaque, ce pourquoi il avait été critiqué aussi l'année dernière. Mais parce que l'année dernière, il prenait des tirs à 3 points en contre-attaque, il prenait des mi-distances. On voyait que c'était vraiment une année d'essai. Et là, on voit vraiment la meilleure version de Scotty Barnes. Donc, on avait ça aussi. Sur cette période-là, en fait, on avait tout parce que tu l'as dit, le banc fonctionnait à merveille. Même Grady Dick, sans être adroit à 3 points, c'était l'un des joueurs, des meilleurs joueurs de l'équipe au plus-minus, au différentiel. Ça veut dire qu'il arrivait à apporter sans être adroit là où on l'attend. On avait Mamou Kelashvili qui était juste exceptionnel et qui a un peu masqué des problèmes au poste de pivot qui sont apparus après contre des équipes où ça a été beaucoup plus compliqué. Et là, on peut passer justement à ce qui s'est passé par la suite. Les Raptors, là, qui ont gagné qu'un seul match sur leurs 7 derniers, si je dis pas de bêtises. 7 ou 8 d'ailleurs. Sur leurs 7 derniers, je crois. Oui, oui, oui. Donc, ils ont perdu. Si on peut déjà entrer dans le vif du sujet, Vas-y, tu peux y oui, aller. ils ont perdu des matchs. Et puis, donc, il y a plusieurs facteurs, dont le premier, c'est l'absence de R.J. Barrett, c'est 20 points par match carrément. Et puis, c'est pas juste 20 points, mais c'est de la façon dont ces 20 points sont marqués. Et puis, chaque fois que Ingram est prise à deux, il a plusieurs options, dont RJ qui va faire des cuts, qui était très bon au catch and shoot. Donc ça a joué beaucoup, mais ils ont joué 7 matchs en 10 jours. 7 matchs en 10 jours, dont des back-to-back. Donc c'était vrai. Et à l'extérieur. Ils ont fait 2 back-to-back, un à l'extérieur, un autre à la maison. Et tous ces facteurs ont fait que c'était une équipe diminuée. On a vu que la victoire contre, je pense que c'était Cleveland, où Brandon Ingram a mis 37 points. Et il a dit dans la conférence de presse qu'il fallait justement combler le vide laissé par RJ. Donc, ce qui fait que il forçait beaucoup plus. Il a pris 30 tirs pour marquer les 37 points. Donc, il n'était plus dans le flow de l'attaque de Darko. Et donc, je pense que l'absence de RJ, le nombre élevé de matchs en peu de jours, et les Hornets, ils nous ont surpris 2 fois. On commençait avec les Hornets, Ouais, oui, ça a exactement. commencé une défaite avec eux. New York, on s'attendait à ce que ce soit un match dur après un back-to-back, mais je pense que les Hornets ont la clé. Je ne sais pas ce qu'ils ont comme secret, et c'est pas nouveau. Même en 2019, on avait la meilleure équipe de la NBA. Ils nous ont battus. Donc, ça a fait que, comme Darko l'avait dit, les joueurs étaient fatigués. Ils étaient fatigués, c'était vraiment lourd. Et bien sûr, la lacune au poste de centre, tu joues contre New York, ils vont te défoncer parce que ils sont très physiques. Et puis tu sors 4, tu entres Robinson et tu sors Yak et tu entres Mamou. Il y a vraiment rien à faire. Donc, donc, je pense que cette série de défaites a montré, un, l'importance de R.J. Barrett, deux, les lacunes qu'ils ont donc au poste 5, mais aussi il y a des joueurs où ça n'allait pas du tout. Là. Grady Dick, Ochayak Badji, ils n'ont pas donné vraiment donc l'intensité dont ils ont fait. Mais s'il y a une chose positive à tirer, c'est le développement de Jacoby, qui était un remplaçant au poste de RJ dans les 5. Il a pu jouer quand même quelques bons matchs défensivement. Même en attaque, à un certain moment, il a marqué 17 points. Donc, je pense qu'on a pu découvrir ce qu'il peut faire, son potentiel. Donc, tout ça, ça a fait que les Raptors ont perdu les matchs qu'ils ont perdus. Ben, j'ajouterais, mais c'est dans la même ligne de ce que tu dis, l'absence de R.J. Barrett, je trouve qu'a fait que les Raptors ont un peu perdu leur jeu collectif. On l'a retrouvé sur certaines séquences, mais
les Raptors sont devenus une équipe un petit peu héliocentrique autour de Brandon Ingram. Est-ce que c'était vraiment à lui seul de combler les tirs manquants de RJ Barrett? Je suis pas sûr, mais c'est le choix qui a été fait. Ça a été payant, comme tu l'as dit, contre Cleveland et ensuite contre Indiana où il met le tir de la gagne. Mais ensuite, le problème, c'est que je pense que comme tout le monde, et peut-être encore plus que les autres, Brandon Ingram a souffert physiquement. Mais c'est logique en fait parce qu'il a déjà joué plus de matchs que tout ce qu'il a joué la saison dernière. Et je pense qu'il y a eu un vrai coup de mou physique. Là, ça commence à revenir d'ailleurs depuis ces 2 derniers matchs, avec la grosse performance contre New York, malgré la défaite. Mais il y a clairement eu un coup de mou et là, il a complètement chuté dans sa réussite des tirs à mi-distance. On l'a vu les 2 fois contre les Hornets. Et aussi, ce qu'il faut ajouter, c'est des équipes qui se sont adaptées à ce que font les Raptors aussi, puisqu'ils ont vu comment les Raptors essayaient de libérer Brandon Ingram sur des actions qui étaient assez stéréotypées. C'était un peu toujours la même chose, ce double écran pour Ingram. On l'a vu et revu. Et au bout d'un moment, bah, Brandon Miller, il avait compris, par exemple, contre les Hornets, il l'a contré 1 ou 2 fois. Après, les joueurs se sont regroupés sur lui. Et le truc qui a été assez étonnant, c'est que Brandon Ingram n'a pas été capable de faire les bons choix à la passe. Parce que si vous regardez, par exemple, moi j'aime bien regarder les après-matchs de notre ami S. Fandiar, de Raptors République, S comme on l'appelle. Et en fait, il a fait des analyses où on voit que tous les joueurs, 2 ou 3 joueurs sont autour de Brandon Ingram. Il a des coéquipiers démarqués, mais il est incapable de faire la bonne passe. Ça, je pense que c'est parce qu'il est fatigué, il n'avait pas la lucidité, parce que normalement, c'est quand même un joueur qui est capable de faire les passes, de réussir ce genre de passe. Donc, ça, c'est l'une des grandes raisons pourquoi l'attaque des Raptors a complètement chuté. C'est maintenant l'une des pires attaques de la NBA sur demi-terrain, alors qu'elle était parmi les meilleures. Donc, l'absence de RJ Barrett, mais aussi, comme tu l'as dit, la blessure de Jakob Poeltl au dos qui fait que ses performances sont vraiment très, très irrégulières. Et ces derniers temps, c'est plus du côté négatif que du côté positif. Malheureusement, c'est vraiment très compliqué et on va se poser la question après, en deuxième partie d'émission, comment renforcer ce poste de centre et est-ce qu'il faut trouver un titulaire à la place de Yak? C'est vraiment des questions qui se posent. On va laisser ça pour après, mais il faut le dire maintenant, c'est vraiment une problématique pour les Raptors parce que tu l'as dit aussi. Dès que les Raptors jouent des équipes physiques, j'ai même pas envie de dire dès que les Raptors jouent des équipes fortes, mais des équipes physiques. On l'a vu avec les Hornets qui avaient Kalk Brenner à l'intérieur, qui avaient Bridges, qui avaient même le retour de Brandon Miller. Je trouve que il est très athlétique défensivement, plus les rotations qu'ils avaient, Plumlee, etc. On voit des Raptors qui sont en difficulté athlétique et sur plusieurs postes en fait. Et c'est assez drôle parce qu'au début de saison, on notait que à l'inverse, les Raptors, ils étaient plutôt athlétiques avec leur 5 de départ parce que on décalait RJ Barrett à l'arrière. Du coup, ça faisait quand même Brandon Ingram au poste 3, c'est assez grand. Scottie Barnes est très physique. Jakob Poeltl est pareil, il est grand, il est physique. Mais à partir du moment où tu en enlèves un et que du coup tu dois tout décaler avec les blessures de Poeltl aussi, ben, les Raptors sont une équipe qui paraît petite et plutôt assez faible athlétiquement, où Scottie Barnes est obligé de tout faire. Et au bout d'un moment, aussi fort soit-il, il a été élu défenseur du mois, il peut pas tout combler, tout simplement. Oui, et puis Ingram a fait face à de bons défenseurs. Mhm. New York, ils ont envoyé Bridges, il a carrément arrêté. La même chose pour les Hornets. Et tu vois, quand il joue contre une équipe comme New York, physiquement, il n'y a même pas. Mhm. C'est fou. Même Bronson, il n'est pas grand par la taille, mais physiquement, tu vois que face à Jacoby, Mhm. c'est comme un gamin. Et tu amènes OG et, Oui. qui avait manqué plusieurs matchs pour cause de blessure. Et là, il est de retour, mais son physique imposant, Robinson et les autres, quatre, c'était impossible surtout dans la raquette, de s'imposer pour les Raptors. Je pense que c'est évident. Si nous, on peut le voir, c'est que les Raptors l'ont vu aussi. Et que vraiment, le post 5, oui, Mamou a des qualités. Donc, le fait qu'ils l'ont amené, ils ont vu ce qu'il pouvait faire et il le fait très bien. Il peut tirer donc à distance, il peut élargir un peu l'attaque, il peut faire des drives. Des fois, il fait des contres, des rebonds, mais contre des grands, contre les Embiid, les Kat, les Robinson,
On ne parle pas de Houston. Houston, c'est grand. Et donc, face à ces équipes-là, c'est très difficile pour. CMB a essayé. Il a fait de son mieux, on l'a vu. C'est lui-même, c'est lui seul qui était capable d'attaquer Wemby quand ils ont joué contre San Antonio. Mais ça reste quand même, c'est pas un joueur à 7 pieds. Donc, ce manque de joueurs imposants euh, au poste 5, je pense que c'est un besoin qui est réel. Je ne sais pas comment ils vont combler, mais on fait confiance à Bobby et son équipe pour combler ça. Mais ils sont à un ou deux joueurs de plus pour faire une grosse saison. Est-ce que les Raptors, ils veulent gagner à tout prix le titre? Je ne pense pas. Ils sont dans une phase de développement où peut-être ils ont envie de voir les joueurs avoir une saison réussie, aller un tour ou deux dans les playoffs. Ça, ils aimeraient donner cette expérience à ces joueurs-là. Peut-être penser au titre l'année prochaine ou l'année d'après. On va discuter quand on va parler des trades à la fin de l'émission. Mais je pense qu'en termes de développement, ils ont fait le niveau de next step, comme on dit, hein, par rapport à l'année passée où il fallait vraiment développer des jeunes avec l'arrivée de Brandon Ingram et tout ce que et CMB comme draft, avoir Sandro comme un ajout au banc. Je pense que c'est une équipe qui peut être compétitive, mais physiquement, tu ne peux pas les comparer à New York, à Houston et autres. C'est ça. On va passer aux récompenses de la saison avant de partir en pause. On va aller vite, hein. Je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de faire des longues justifications. Je pense qu'on va être même très très souvent d'accord. Mais je suis intéressé quand même pour le meilleur joueur de ce début de saison, le MVP des Raptors. À qui tu le donnes? Moi, je pense que c'est Scotty Barnes. J'ai pensé à Ingram, mais Scotty Barnes fait beaucoup plus que Ingram. Il défend, il donne des passes. Je pense que à chaque match, c'est presque un triple-double. Et surtout, ce qu'il amène, il y a des choses qu'il amène qui ne sont pas visibles dans les statistiques. C'est vraiment le joueur complet qui fait que les Raptors sont là où ils sont. Pour moi, c'est leur MVP. Bah, je suis d'accord. J'ai aussi réfléchi un petit peu sur Ingram, mais pour moi, pour l'instant, il a montré des lacunes défensives que Scotty n'a pas, puisqu'il fait partie tout simplement des meilleurs défenseurs de la ligue. Et puis offensivement, bien sûr, il n'a pas le jeu de Brandon Ingram, mais il apporte à sa manière dans le jeu de passe, dans les finitions. Il a quand même fait des gros matchs aussi au scoring. Donc, pour moi, il est aussi le MVP de ces Raptors sur ce début de saison. Le défenseur de ce début de saison. Et là, il n'y a pas de débat, là. Il n'y a pas de débat, c'est Scotty Barnes. Il a été primé meilleur défenseur de l'Est le mois passé. Moi, je pense qu'il n'y a pas de débat. En défense, c'est lui. Toute la défense des Raptors, euh, c'est grâce à lui que les Raptors peuvent faire la défense qu'ils ont, mais il défend tous les postes, de 1 à 5. Euh, que ce soit le 5 de départ, les remplaçants. Non, il fait tout pour la défense. C'est vraiment un des meilleurs défenseurs de la ligue. Donc, et donc, ça va de soi qu'il est le meilleur défenseur des Raptors. Exactement, candidat au joueur défensif de l'année et également candidat bien sûr à une NBA All Defense Team. Mhm. On va passer à une facile aussi, le rookie de ce début de saison. C'est le seul rookie qu'ils ont. CMB, je pense que, bon, il y a eu une passe où il était blessé, il n'a pas joué quelques matchs. Donc, mais sinon, il est de loin oui, c'est le seul rookie qu'ils ont de toute façon. Les autres sont dans la G League. Donc, ils ont des contrats two-way. Mais oui, quand même, on voit le potentiel. Défensivement, il a une intelligence au-delà de ce qui des années il n'y a pas même pas une année en ligue, mais il est au bon endroit, au bon moment défensivement. En attaque, il fait des rebonds, il fait commettre des fautes. Il doit travailler son tir, mais le reste, ça va venir. Donc, on ne s'attend pas à ce qu'il soit le meilleur tireur dans sa première saison, mais je pense qu'il il a le potentiel d'être un très, très bon joueur NBA. Qu'ajouter de plus? CMB bien sûr, puisque les deux autres sont en G League, sont des joueurs à contrat à deux volets.
Ils ont joué quelques minutes, ça n'a pas été glorieux, à part le bon passage quand même de Elijah Martin, lors du match face aux Lakers. Mais Chucky Hepburn, il a montré que c'était difficile. Et Ouais. CMB est celui qui a montré qu'il avait le niveau NBA dans cette équipe et qui a un bel avenir. Je suis un grand fan de, vraiment déjà de sa défense et offensivement, je trouve qu'il est plus avancé que ce qu'on pouvait attendre. Juste, j'aimerais le voir plus driver. Je pense qu'il a montré qu'il était capable de faire ça à l'université. Là, on a l'impression qu'il est un peu timide pour le faire en NBA. Est-ce que c'est des consignes aussi parce que les joueurs Mhm. adverses sont plus grands? Mais on se rappelle qu'il avait, comme tu l'as dit tout à l'heure, drivé sur Wemby et il était allé lui mettre un coup d'épaule. Il avait marqué par-dessus Wembanyama. Une chose que, par exemple, je n'ai jamais vu Scottie Barnes faire. Il s'est toujours fait contrer par Wembanyama quand il a essayé de marquer sur lui. Donc, voilà, un petit clin d'œil. Question intéressante, par contre, qui est le sixième homme de ce début de saison côté Raptors pour Oh, toi? oui, j'ai beaucoup réfléchi. Ça a été, c'est la question qui m'a fait beaucoup réfléchir, mais Ouais. j'aimerais donner ça à Jamal Shade. Jamal Shade, je pense que j'ai pensé Jamal Shade, j'ai pensé Sandro, mais Jamal Shade, je pense qu'il apporte quelque chose de différent parce que il a des limites au niveau de sa taille, mais qui comble au niveau de l'effort, au niveau des drives, quand il fait de bons choix par rapport à l'année passée et il a beaucoup, beaucoup, beaucoup amélioré son tir. Donc, je pense que quand il entre, tu vois une différence. Ce n'est pas quickly au niveau de la prise de décision, mais chaque fois qu'il entre, le nombre de fautes offensives qu'il fait faire à l'adversaire, le nombre de drives qu'il fait, et puis de bonnes passes qu'il donne, je pense que pour moi, c'est notre sixième homme. Et chaque fois qu'il entre, il y a un changement d'énergie, c'est différent. Et puis, il amène une joie de vraiment jouer. Et puis, aussi son leadership. On ne dirait pas que c'est un joueur sophomore. Il a pris vraiment son rôle de leadership pendant l'été et autres. Donc, je pense que pour moi, c'est notre sixième homme. D'accord, j'ai eu la même réflexion que toi. Et même s'il est un petit peu en perte de vitesse ces derniers temps, malgré tout, l'apport, il est indéniable. C'est l'un des meilleurs passeurs en sortie de banc. Je trouve que c'est vraiment ça qui m'a marqué sur ce début de saison, là où je m'attendais peut-être pas à ce qu'il soit aussi efficace dans la création. Il perd beaucoup moins de ballons par rapport à l'année dernière. Son tir à 3 points est encore à droit. Il a eu une petite période de creux, mais là, ça commence à revenir. Il a fait un bon match contre les Knicks à ce niveau-là. Il a fait son record en carrière d'ailleurs contre les Knicks en étant titulaire parce que Quickly était malade. Mais pour moi, oui, c'est celui qui apporte le plus. Défensivement, il a ses limites, mais je trouve que, contrairement à ce que disent nos amis de Raptors République, je trouve pas que c'est un mauvais défenseur. Faut pas exagérer. C'est un très très bon défenseur qui fait avec ce qu'il a. Bien sûr, il a peut-être pas les armes que pouvaient avoir Van Vliet et Kyle Lowry qui font qu'il peut défendre sur plus grand que lui. Lui, c'est plutôt aller chercher des fautes offensives sur des écrans, mais c'est vrai qu'un Fred VanVleet qui pouvait taper la balle dans les mains des grands, c'était vraiment efficace face à des joueurs plus grands que lui. Et Kyle Lowry, on sait que sa force, c'était les passages en force face à un joueur plus grand. Il allait provoquer ses fautes offensives. Mais pour moi, c'est très, très bon. Et en plus, il demande qu'à progresser. Donc, je lui donne ce titre de sixième homme. Mais est-ce qu'il est aussi ta meilleure progression de la saison? Qui est le joueur qui a le plus progressé chez les Raptors selon toi par rapport à la saison dernière? Par rapport à la saison dernière, j'ai pensé à Jamal Shade, mais je pense beaucoup à Jacoby. Jacoby, la saison dernière, je pense que c'était une saison où tous les joueurs essayaient des choses. Je pense que Jacoby faisait beaucoup plus que nécessaire. Il y avait des passages où il en faisait un peu trop, il perdait la balle. Mais j'ai l'impression que cette saison, il sait ce qu'il a à faire et il le fait bien. Et ce qu'il apporte défensivement, c'est incroyable. Sa défense, il a pris un peu plus de poids. Donc là, il Mm. peut vraiment défendre contre les gens un peu plus physique que lui. Je pense que sa progression d'une année à l'autre, je pense que Jacoby, pour moi, c'est ce joueur-là. Mais si on prend juste la période de cette saison qui a progressé Ok. depuis le tout premier match de cette saison Ok. jusqu'à présent. Euh, Autre que Jacobi, Emmanuel Quickly, il a mal commencé la saison. Quand les Raptors perdaient, et les gens commençaient à dire, mais
pourquoi ils ont donné autant d'argent à Emmanuel Quickly? Ah, mais la seule personne qui le défendait à chaque fois, c'était coach Darko, qui disait, nous, on sait ce qu'il peut faire et on n'a pas d'inquiétude à ce que. Et là, après 6 7 matchs, ça a fait un déclic. Il est devenu clutch. Il est devenu vraiment un joueur où, oui, c'est le Emmanuel Quickly qu'on attendait. Et puis, il m'a aussi surpris défensivement, où on voit son effort. On en a parlé à l'émission de la semaine passée. Mais je pense de cette saison, s'il y a vraiment quelqu'un qui a beaucoup progressé, je pense que je donnais ça à Emmanuel Quickly. Mais là, c'est l'un des piliers de cette équipe, donc il faut pas. On s'attendait à ce qu'il joue comme ça. Exact, On c'est ça. s'attendait à ce qu'il ait de bons matchs, mais il y a des fois où il enchaîne vraiment des tirs, là, et puis au bon moment, je pense que par rapport au début de la saison, je donnerais ça à Emmanuel Quickly. Et je l'avais pas vu comme ça. Moi, je pensais, tu sais, que comme le titre de Most Improved Player, c'est vraiment Mhm. d'une année à l'autre. Donc, Mhm. moi, je le donnerais à Jamal Shed, en fait. Parce que je trouve que l'année dernière, tu vois, dans la création, il n'était pas dedans. Il perdait énormément de ballons. Il avait du mal à s'adapter justement aux qualités athlétiques de la NBA. Là, d'ailleurs, on le revoit un petit peu ces derniers temps aller trop au cercle et se faire contrer. Mais malgré tout, je pense que même défensivement, il n'était pas aussi bon que cette année. Donc moi, je donnerais le Most Improved Player aussi à Jamashed. Au moins, ça en fait un où on n'est pas d'accord. Et c'est bien. Parce que le dernier, je pense qu'on va être d'accord, qui est le clutch player des Raptors, le joueur le plus décisif. Brandon Ingram, là, j'ai même pas pensé 2 fois là. Heu, où les matchs où il n'a pas marqué, il a donné la passe décisive, durant Mhm. le clutch. Et il faut pas l'en vouloir pour, ces derniers matchs où, il n'a pas marqué autant, mais, durant le clutch, tu lui donnes la balle, c'est fini. Il y a même des fois où Darko n'avait même pas besoin de prendre un temps mort. Parce qu'ils ont donné la balle à Brandon Ingram. Il a dit, OK, moi, ça me suffit. Il va aller créer. Et puis, des fois, il nous sort des matchs où il met des tirs. Tu te dis, waouh. Donc, je pense, clutch, oui, je donne ça à Ingram. Euh, Deuxième position, je donnais ça à Quickly. Quand même, il a fait de bons tirs durant le clutch time. Mais clutch, de loin, là, Ingram, c'est notre joueur clutch, quoi. Donc, je pense qu'ils l'ont amené justement. Il a dit, lorsqu'il a marqué le dernier tir, il a dit, That's why I'm here. Et bon, il a utilisé un autre langage que je ne vais pas utiliser à la radio, mais il a dit, c'est pour ça que je suis ici, pour gagner ce genre de match. Je pense que Ingram, c'est notre clutch. Ouais. Totalement d'accord. Et comme tu l'as dit, il est là pour ça. Et c'est le joueur qui crée tout dans les actions décisives. Même si on a un joueur clutch en défense aussi, quand même, Scotty Barnes, qui a Mhm. fait les stops qu'il fallait à des moments, des contres importantes, des actions défensives importantes. Il faut le souligner aussi parce que le clutch, c'est pas que les tirs, mais si on doit prendre un joueur qui met les tirs quand il faut ou qui fait la bonne action, comme tu l'as dit, parce que quand il y avait RJ Barrett, il y a cette passe décisive pour le lay-up de RJ. J'ai perdu quel match c'était, mais on s'en rappelle très bien. On l'a C'est les très bien en Hornets. tête. Je pense que c'était les Hornets. C'était le premier match contre les Hornets, celui Ouais. qu'ils ont gagné. Exactement. Donc voilà, on va partir en pause là-dessus. Et puis on se retrouve juste après pour parler de l'avenir des Raptors. À tout de suite. Nous sommes en pause. Si vous appréciez l'émission, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube de Choc FM. Activez la cloche pour ne rien manquer. Likez et commentez. Vous pouvez aussi retrouver ce podcast en rediffusion sur toutes les plateformes. Le nom, c'est bien sûr Franco Raptors avec vous, Patrick Biznavi et Mike Laviole, toutes les semaines, les samedis, à partir de 13h sur Choc FM. Nous sommes de retour. Vous êtes toujours sur Choc FM 105.1. C'est Franco Raptors, l'épisode 12 de la saison 2 avec Mike Laviole et Patrick Bizindavi. On a fait un beau état des lieux de ces Raptors en première partie d'émission. Maintenant, on va se poser la question sur l'avenir, Patrick, et j'ai envie de te demander. On a vu des Raptors dominants parmi les meilleures attaques, meilleures défenses pendant 12 matchs. On va mettre de côté le début de saison. C'était des ajustements nécessaires. Ensuite, on les a vus jouer contre des grosses équipes, contre les meilleures équipes de la ligue, New York, contre les Los Angeles Lakers. On a pu voir quand même que les Raptors ne sont pas au niveau peut-être de ces meilleures équipes-là. Mais ma question, c'est comment tu situes ces Raptors?
quel est leur niveau réel? Est-ce que la cinquième, sixième place, ils sont à leur place? Est-ce que tu penses que au complet, ils peuvent quand même remonter? Est-ce qu'ils peuvent titiller les meilleures équipes? Est-ce qu'au complet, ils peuvent être aussi forts que des New York, que des Détroit? On les a pas encore joués, ils se maintiennent dans le haut du classement. Dis-moi un petit peu comment tu vois les choses. Est-ce que même on les a trop bien évalués et ils peuvent redescendre au play-in parce que c'est pas loin non plus? Dis-moi un petit peu ton état d'esprit sur cette question du jour. Oui, il y a à l'Est, tout, c'est vraiment ouvert. Même s'ils sont, au moment où on enregistre cette émission, ils sont cinquième, mais entre cinquième et neuvième et dixième, c'est juste un match de différence, un demi-match de différence. Donc, tout peut arriver. Moi, je pense que si ils sont au complet, si tout le monde est là, il n'y a pas de blessés, je pense qu'on est dans le top 6. Il y a un moment où on était deuxième, mais je ne pense pas qu'ils ont un niveau deuxième parce que New York, là, ils sont vraiment en train d'être très forts. Boston, ils avaient mal commencé la saison. Là, ils sont en train de revenir. Détroit, c'est le OKC de l'Est, carrément. Donc, je pense que les deux premières places, je dirais, ça sera entre Détroit et New York, les deux premières places. Mais le reste, aussi, Cleveland nous avait bien surpris la saison passée. Je ne pense pas qu'ils sont au même niveau que l'année passée, mais quand même, ça reste une très bonne équipe s'ils ont tous les joueurs. Donc, s'il n'y a pas de blessure, je pense qu'on est dans le top 6. Quand même, les Raptors avec Brandon Ingram, s'ils gardent RJ, ils trouvent un bon centre qui peut être dans donc la deuxième unité, je pense on est dans le top 6 des équipes de l'Est. Mais là, tout peut changer parce que les blessures, l'horaire, et puis il y aura d'ici février, il y aura de nouveaux joueurs qui vont venir, des équipes qui vont complètement changer, qui vont faire des échanges. Donc, c'est une saison de 82 matchs qui est vraiment une saison très longue où tout peut changer. Mais si les choses restent telles quelles, je pense que les Raptors sont parmi les 6 premiers à l'Est, c'est sûr. Donc, une place dans les playoffs. C'est intéressant parce que c'est vrai que là, si on regarde le classement, pour l'instant, on a vraiment Détroit et New York qui se détachent. Et ensuite, on a un très, très grand groupe composé de Boston, Orlando, Toronto, Philadelphie, Cleveland, Miami et Atlanta. Toutes ces équipes se tiennent en un match. Il y Ouais, a un match d'écart. Ça veut dire il y a une équipe qui perd, une équipe qui gagne. Le lendemain, ça se chamboule tout. Je pense que vraiment, on a le top 9 en fait de la ligue puisque ensuite le dixième est en 11-15 et c'est Milwaukee. Et il y a de fortes chances que Milwaukee explose tout et que Yanis s'en aille, aller renforcer une équipe à l'est ou à à l'ouest. Et l'Est. ça peut, si c'est à l'est, ça peut changer énormément de choses. Ou ça peut peut-être juste renforcer les Knicks qui là sont vraiment le candidat numéro un. On verra ce qu'il en est. Ensuite, derrière, ça me paraît déjà compliqué pour Chicago, Charlotte, Brooklyn, Indiana, Washington qui sont euh, en dessous des 40% de victoire. Et Indiana, on peut peut-être y croire, mais ils sont quand même en 6-18 déjà. Ouais. Ça paraît très compliqué pour eux. Est-ce que Chicago peut trouver un deuxième souffle? Ils sont en 9-14. Ils peuvent faire une petite série, revenir à 50%, mais quand même, les autres équipes du top 9 pour l'instant sont plus proches des 60% que des 50%. Il y a déjà un petit écart qui s'est créé, mais on sait que la saison, c'est très long. Euh, Ma question, c'est est-ce que quand même tu as des craintes que les Raptors chutent vraiment, ou vraiment Mhm. tu es quand même assez confiant qu'ils vont redresser la barre là et que le, le bilan va rester dans ces eaux-là, ou peut-être redescendre à 50%, mais ça ne soit pas catastrophique en soi. Ouais. S'il y a des craintes, je pense que c'est lié à l'horaire parce que jusqu'à présent, ils ont beaucoup plus joué à l'Est qu'à l'Ouest. Donc, Mhm. ils n'ont pas encore rencontré les Denver, donc OKC, parce qu'on doit jouer 2 fois contre Denver, 2 fois contre OKC, 2 fois contre Los Angeles Lakers. On a joué juste une fois. Et donc, le fait qu'ils n'ont pas encore fait le trajet à l'Ouest, ils ont juste joué contre Dallas, Dallas et San Antonio, mais ils n'ont pas encore joué donc contre les Rockets chez eux, Denver, et l'Ouest, c'est vraiment très fort. Il y C'est a vrai Minnesota à et Minnesota, encore voilà. et il y a Phoenix qui fait une très bonne saison et ils n'ont pas encore joué les Warriors non plus qui, même si en ce moment ils sont diminués et perdent des matchs,
au moment où ils vont retrouver Draymond Green, Steph Curry et Et Jimmy Jimmy Butler, Butler. si tu les affrontes à ce moment-là, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc, ça, ce serait parce que ce sera là le vrai test. Mais c'est pas juste les Raptors. Toutes les équipes de l'Est vont aller à l'Ouest. C'est pas juste, c'est pas juste les Raptors, mais je pense que la grande partie des matchs qu'ils ont joués, c'était contre les équipes de l'Est. Et donc, quand ils vont commencer à faire des road trips d'une semaine à l'Ouest, c'est là où on va vraiment voir le vrai visage de cette équipe-là. Mais je reste confiant que quand même, ils ont une bonne stratégie défensive. En attaque, si Ingram met ses tirs, si RJ revient, que donc ça commence à rouler comme avant, je pense qu'il y a moyen de prendre quelques matchs à l'ouest. Donc c'est pour cela que je me dis que le top 6, en tout cas, quels que soient les résultats, si on n'est pas dans le playoff, on est absolument dans le play-in. Ça vraiment. Donc, il y aura des matchs d'après la, donc d'après la saison. Donc, top 6 oui, mais la seule inquiétude, c'est vraiment les matchs à l'ouest où ils n'ont pas encore joué. Ce sera probablement après le All-Star Break ou bien à partir de janvier, où on va voir vraiment le vrai visage des Raptors face à ces équipes. Mais aussi, il faut dire que ils nous ont montré quand même quand ils font des efforts, ils peuvent revenir. Il y a des fois où ils étaient derrière de 18 points, de 15 points, et ils reviennent en troisième quart-temps, ils reviennent en quatrième quart-temps. Au moment où on enregistre, on vient de voir les Raptors 905 qui viennent de gagner leur 12e victoire de suite, où ils étaient derrière 20 points. Donc, ils ont montré que ils peuvent revenir donc derrière et gagner. Donc, je pense qu'on a une chance. La seule inquiétude, justement, c'est par rapport aux équipes de l'Ouest. J'ajouterais aussi que les Raptors n'ont pas encore joué Détroit, Mhm. n'ont pas encore joué Orlando Miami et aussi, hein. n'ont pas encore joué Miami. Mhm. Exactement. Là, ça va être des autres tests parce qu'il y a 3 ou 4 matchs. Non, c'est 3 matchs contre ces équipes-là, je crois, puisque c'est toutes des équipes d'une autre division. Donc ça aussi, c'est quand même quasiment 3, 6, 9 matchs. 9 matchs contre des adversaires directs qui vont être très très importants. Et le premier, c'est dès ce lundi contre Miami à Miami. Donc ça va être vraiment un très très bon test. À mon avis, Miami, on va les jouer 4 fois du coup cette saison Mhm. parce qu'il y avait 3 matchs déjà de programmés et il y a celui qui s'est ajouté avec la défaite en Coupe NBA. Donc ça va être très très intéressant de suivre ces matchs-là. Moi, je te suis. Je pense que les Raptors sont peut-être pas une équipe du top 2 ou 3. On va voir si ce top 3 se dessine comme ça, si Boston ou s'il y a une équipe qui arrive à s'immiscer dans ce top 3. Pour l'instant, on a un top 2 clair, Détroit, New York. Et ensuite, derrière, les jeux sont à faire entre du 3 au 9. En fait, c'est très très ouvert, comme tu le disais. Je pense que les Raptors vont parvenir à rester dans le top 6 aussi. Normalement, le retour d'R.J. Barrett, on espère que le dos de Jakob Poeltl va quand même finir par aller mieux ou qu'il va être capable de le gérer. Et si c'est pas le cas, maintenant c'est une bonne passe décisive pour moi-même pour faire la transition. Patrick, quels sont un peu les manques de cette équipe? Bien sûr, il y a ce poste de pivot, mais de manière générale, qu'est-ce qui manque à cette équipe pour aller plus loin, pour être une équipe peut-être qu'on peut peut-être pas considérer comme un contender, même s'il y a des joueurs dont on va parler qui pourraient faire des Raptors un contender, mais au moins faire des Raptors une équipe où on n'a pas peur d'affronter qui que ce soit. J'ai envie de le dire Mhm. ainsi. Mhm. Je pense que s'il y a des changements à faire, ce sera sur les joueurs du banc. Parce que les 5 de départ, quand même, c'est un 5 de départ assez solide. Euh, les lacunes de IQ ont été un peu comblées par... ils peuvent, mais le banc, ils ont besoin d'un poste 5. Ça, c'est vraiment... c'est incontournable. S'ils peuvent avoir un poste 5 et que Sandro peut jouer au 4, et puis CMB peut jouer au 3. Donc, je pense qu'ils ont besoin d'un poste 5, mais aussi, ils ont besoin d'un poste, que ce soit 2 ou 3, qui est physique. Parce que le banc avec Grady, Jacoby, Ochai, pour moi, ces trois-là, il y aura sûrement un changement. Je ne vois pas Ochai, par exemple, Ochai terminer la saison parce qu'il est en fin de contrat, donc ça peut être intéressant pour d'autres équipes qui veulent avoir un joueur en fin de contrat et surtout qu'il n'a pas, il n'a pas le même niveau qu'au début de la saison dernière. Je ne sais pas ce qui
ne marche pas chez Ochai, il peut sortir des moments. Il peut sortir des Mmh. moments dans le match où il fait quelque chose de, soit en contre ou en dunk ou une bonne défense, mais c'est pas vraiment constant durant tout le match. Donc, s'il y a des renforts à faire, ce sera probablement le poste 5 et avoir un shooter ou un défenseur solide, physique au niveau des remplaçants. Et donc, je pense que c'est ça. On est à deux joueurs prêts pour être une bonne équipe, vraiment une bonne équipe. Soit c'est le développement de ceux qu'on a, et donc ça va prendre cette saison et la saison prochaine, soit on fait un renfort en faisant des trades, mais je pense que s'il y a des changements à faire, ce sera probablement au niveau du banc. Très bien. On va parler plus précisément forcément du poste de pivot parce que il y a eu des rumeurs. C'est même pas des rumeurs en fait, c'est une vraie info puisque c'est Sham Charania. On ne peut jamais le considérer comme une rumeur puisque il a dit que trois équipes seraient sur Anthony Davis, bien sûr le joueur des Dallas Mavericks. Dans ces trois équipes, il y a les Raptors. Donc ça, c'est une vraie info. Ça veut dire que les Raptors se renseignent. Ça ne veut pas dire que les Raptors vont absolument faire ce transfert, mais je voulais en discuter avec toi parce que là, c'est plus un remplaçant que tu recrutes, c'est plus un cinquième joueur du 5 de départ, c'est carrément une superstar qui a certes des problèmes de santé. Justement, ça va rentrer en jeu dans ma question. Est-ce qu'il faut tenter d'explorer cette piste Anthony Davis? Est-ce que les Raptors sont à un moment où ils peuvent ajouter Anthony Davis? Je voudrais noter quelque chose de très important parce que si tu recrutes Anthony Davis, tu rajoutes, écoute bien, 54 126 450 dollars à ta masse salariale. Donc forcément, il faut envoyer le même montant en échange. Et surtout, attention aux blessures. Dans 2 ans, tu vas le payer 62 786 000 à l'âge de 34 ans. Sachant son historique de blessure, est-ce que ça te fait peur? Est-ce que tu sacrifierais aujourd'hui, euh, là, il faudrait sacrifier un très très gros salaire. Les salaires des Raptors, ils sont assez équilibrés au final, les gros salaires des Raptors. On n'a pas un joueur à 50 millions comme ça. On a Scottie Barnes à 38 millions, qui bien sûr est intouchable. Derrière, on a Ingram, 38 millions, Quickly, 32, Barrett, 27 et Jakob Poeltl, 19. Dans tous les cas, si tu prends un de ces joueurs, il faudrait en ajouter des autres. Donc, quelle est un petit peu toi ta position sur un transfert d'Anthony Davis? Je pense que s'il faut un transfert pour Anthony Davis, c'est qu'ils veulent aller au titre. Ils veulent aller au titre, que ce soit cette saison ou la prochaine. Parce que la masse salariale est-ce que ça vaut vraiment la peine? Ensuite, en plus de la masse salariale, c'est les blessures. Il est plus absent que présent, mais on sait que bien sûr, les Raptors ont une bonne équipe médicale. Ils l'ont prouvé à plusieurs reprises avec Kawhi, avec Ingram. Ils peuvent, s'ils l'ont, c'est qu'ils savent qu'ils peuvent prendre soin de lui. Mais si tu as un joueur de calibre de Anthony Davis, c'est que tu veux vraiment viser le titre tout de suite. Ce qui était le cas pour Dallas quand ils ont fait l'échange pour Luka, voulaient gagner euh, tout de suite. Parce que sur papier, mettre Anthony Davis, Klay Thompson, euh, euh, Oui. Kyrie Irving, c'est une équipe qui va au titre carrément. Mais est-ce que les Raptors, là où ils sont maintenant, ils ont besoin de quelqu'un comme lui? Je ne pense pas. Financièrement, ce serait vraiment un gros risque parce que c'est beaucoup d'argent et surtout qu'il n'est pas jeune. Il n'est pas jeune. Il est dans la dernière partie de sa carrière. Euh, donc, je ne pense pas que euh, ça soit pertinent pour les Raptors. Et je me souviens que quand les Raptors ont décidé de faire de Scottie Barnes de franchise player, ils ont amené les gens autour de lui qui ont le même âge. Donc, Mhm. ils ont amené RJ, ils ont amené IQ, ils ont drafté les Jacoby. Donc, c'est vraiment la même tranche d'âge autour de. Et même Ingram n'est pas loin.
Yes, c'est ça. il est toujours dans la vingtaine, mais c'était la pièce qui manquait justement pour un peu compenser les lacunes de Scottie Barnes. Mais tu amènes Anthony Davis, ça, c'est au niveau de l'âge, ce n'est plus le cas, mais aussi financièrement. Moi, je ne sens pas vraiment ce trade. À moins qu'il soit impliqué dans un trade qui va faire que plusieurs équipes soient impliquées et qu'ils reçoivent quelqu'un d'autre, mais que ça permette à AD d'être à Atlanta ou ailleurs, qu'il soit dans le mix, ça c'est possible, mais que Anthony Davis vienne à Toronto, je doute très fort. Je te suis. Je me demande justement aussi, c'est un internaute qui m'en a parlé. Pour lui, si tu veux win now, il ne démantèlerait pas toute l'équipe pour Anthony Davis. Il ferait un échange Brandon Ingram, Anthony Davis, plus un autre joueur pour compléter le salaire. Qu'est-ce que tu en penses? Non, 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 Brandon Ingram, je ne peux pas le laisser là. Je ne peux pas le laisser. Pour moi, après Scottie Barnes, Brandon Ingram est intouchable pour le moment. Ils ont besoin de lui pour compléter Scottie Barnes. Moi, je ne toucherai pas à Brandon Ingram pour le Mais moment. moi, je suis d'accord. En vrai, tant pis. Si vraiment tu veux tenter le pari et être un contender, pour moi, tu échanges Emmanuel Quickley et Jakob Poeltl ou RJ Barrett. Et tu as ce trio infernal quand même, si tout le monde est en santé, Anthony Davis, Scottie Barnes, Brandon Ingram. Et là, tu as l'un des meilleurs fronts de court de toute la NBA, carrément. Défensivement, ça serait monstrueux. Et offensivement, moi, je trouve que ça se complète très bien. Tu mets tu mets Anthony Davis dans le rôle de Jakob Poeltl, ou quand, à la place de Jakob Poeltl, où les défenseurs reculent, là, il ne pourrait Oh, pas le oh, faire parce qu'Anthony non. Davis pourrait tirer ou driver. Et là, ton attaque, elle est hyper dangereuse. Le seul problème, c'est que est-ce que les Raptors sont prêts à prendre le risque d'avoir deux joueurs comme Ingram et Anthony Davis qui sont injury prone, qui sont connus pour être des joueurs très souvent blessés et qui occuperaient énormément de la masse salariale. Là, on parlerait entre Barnes, Ingram et Anthony Davis de 110 millions, plus de 110 millions à eux trois. Et derrière, est-ce que tu as assez de joueurs? Comme tu l'as dit, les Raptors ne sont pas dans une phase où le reste des joueurs sont prêts à apporter pour un titre. Parce que si tu te sépares de RJ Barrett et Quickly, derrière, tu as des Jamal Shead, des Jacoby Water, qui ne sont pas du tout, comme tu disais, sur la ligne de temps, sur la timeline d'Anthony Davis. Ils Mhm. le sont sur celle de Barnes et Ingram parce que on peut imaginer 2, 3 ans de progression ensemble, mais Anthony Davis, 2 ans de progression, il sera à 35, 36 Bah ans, payé oui. 60 millions. Là, tu gaspilles en fait 2 années, même tu gaspilles 2 années d'Anthony Davis parce que tu seras pas assez compétitif pour jouer le titre pour moi. Et encore plus si tu échanges Brandon Ingram contre Anthony Davis, qui va t'apporter beaucoup plus dans un sens, mais quand même n'aura pas les capacités de scoreur extérieur de Brandon Ingram qu'il faut pour accompagner Scottie Barnes. Oui, exactement. Moi, s'il y a vraiment des choses à faire, je pense pour AD, ça va être un trade à plusieurs équipes dont les Raptors donc feraient partie et que s'ils peuvent trouver un centre quelque part qui va renforcer le banc à travers le trade d'Anthony Davis, oui, mais quand tu m'as montré les chiffres de son salaire, j'ai dit, la dernière année, c'est plus de 60 millions. 62 Et millions à 35 ans. à 35 ans, 62 millions, non, c'est vraiment un risque financier que les Raptors. Ils sont très conservateurs par rapport aux finances, les Raptors. S'ils ont au-delà de la taxe, c'est qu'ils jouent le titre. Ils l'ont fait seulement une fois et c'était pour Kawhi et on a gagné le titre. Et au moins, ça valait la peine de faire ce risque. Mais cela ne veut pas dire que si, par exemple, ils voient une opportunité comme celle de Kawhi, qui peut prendre cette équipe et la mettre au sommet, ils vont la prendre. Si ça fait du sens, je pense que Masai et Bobby l'ont fait une fois, ils peuvent le faire encore. Ils peuvent sauter de 3 étapes s'ils voient que ils peuvent aller au titre cette année, ils vont le prendre. Mais est-ce que c'est dans leur timeline de développement à ce moment-ci? Je ne pense pas.
Je pense pas non plus, mais on verra. Ça se trouve, ils vont nous ramener Anthony Davis et on sera choqués, mais c'est clair que on verra. Mais je suis d'accord avec toi et on va en rester là parce qu'on a pris beaucoup de temps. On fera les autres profils la semaine prochaine. Mais un profil, on parlait de Dallas, pourquoi pas être la troisième équipe qui facilite l'échange? Il y a peut-être Daniel Gafford à aller chercher en tant que doublure. On sait qu'on parle pas mal de lui. Et là, en revanche, Daniel Gafford, ah bah, j'ai de la chance, j'ai cliqué sur une image et je suis tombé pile sur son salaire. Daniel Gafford, c'est 17 millions, 18 millions et 18 millions sur les 3 années à venir. Donc là, il faudrait voir comment tu peux faciliter et de qui tu te sépares. Là aussi, par contre, ma question, c'est par exemple, est-ce que ça vaut le coup de se séparer d'un RJ Barrett pour avoir un Daniel Gafford, par exemple? Il y a quand même un écart de salaire, mais qui tu dois lâcher? Est-ce que tu le considères comme un titulaire, tu lâches Paul Tull? Est-ce que tu le veux en doublure de Paul Tull? Mais dans ce cas-là, ce range de 17 millions, il est difficile à mettre en place du côté des Raptors, du fait qu'ils n'ont pas de joueurs. En fait, les Raptors, ça va jusqu'à 19 millions pour Jakob Poeltl, et derrière, c'est du 6-6-4-3-3-2-2. Donc, c'est aussi compliqué à faire, même si c'est un échange à plusieurs équipes. Donc, ça va être des sacrés mots de tête, mais on en parlera la semaine prochaine des autres possibilités. Est-ce que les Raptors doivent aller chercher un remplaçant à Jakob Poeltl, et où est-ce qu'ils doivent trouver quelqu'un qui va prendre la place de Poeltl dans le 5 de départ? Ça peut être aussi une question vu ses problèmes de dos. Mais ensuite, l'autre question, est-ce que tu peux te permettre d'avoir un Jakob Poeltl à 19 millions la saison qui est sur le banc avec des problèmes de dos? Ça aussi, c'est une autre question, mais Ouais, c'est on ça. abordera tout ça la semaine prochaine, je pense. Oui, c'est ça, mais est-ce que Yacht, son problème de dos, c'est un problème permanent ou bien c'est un problème qui peut être fixé? L'équipe médicale des Raptors, donc c'est les meilleurs qui sont au courant, mais je pense que Gafford, cette équipe des Raptors, dans la deuxième unité, ça peut faire du bruit là, ça peut vraiment faire du bruit. C'est le profil de joueur dont ils ont besoin en fait. Ça, c'est C'est sûr. ça, Ouais. un joueur athlétique qui peut apporter d'autres choses que les Raptors n'ont pas. En tout cas, c'est affaire à suivre. C'est la fin de cette émission. Déjà, on n'a pas eu le temps d'aborder. J'avais noté plein de noms, Patrick. J'avais noté Vucevic. On va faire un petit teaser pour la semaine prochaine. J'avais noté Vucevic. J'avais noté Claxton. J'avais noté Zubac aussi, qui est dans les rumeurs. Sabonis, qui est dans les gros contrats, mais qui est quand même en dessous d'un Anthony Davis. Plein de questions qu'on pourra se poser la semaine prochaine. En attendant, on va se quitter là-dessus. Merci à toi, Patrick, comme Merci à d'habitude. Mike, à toi, Mike, et à tous nos auditeurs qui nous ont écoutés. Comme d'habitude, vous nous retrouvez sur YouTube pour la version vidéo, sur chocfm.ca en rediffusion et sur toutes vos plateformes de podcast ou de balado. C'est au choix. Et comme on dit toujours quand on se quitte, Let's go Raptors! let's go Raptors!